Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Altman, ex-directrice des programmes jeunesse pour le groupe M6 et qui a créé sa propre société de production, Media Valley, en 2010. Bonjour Nathalie. Bonjour Sabri. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. J'ai une petite question pour vous. Alors, verdict, quel rôle vous va le mieux? Directrice des acquisitions ou productrice? Eh ben, on va dire productrice parce que j'ai jamais été directrice des acquisitions. Alors, qu'est-ce que vous faisiez chez M6? En fait, j'étais directrice des programmes jeunesse. Ah. Et donc, ça comportait les acquisitions, mais surtout la programmation, la production, les coproductions. Donc, c'était un rôle en fait de fournisseur de programmes jeunesse à la chaîne. On avait nos cases et il fallait qu'on se débrouille pour les remplir avec le contenu qu'on retenait. D'accord, donc voilà. C'est vous qui sélectionnez en fait tous les programmes que diffusait M6 à une époque. Voilà, en tout cas la jeunesse. La jeunesse. Exactement, voilà. Donc on faisait de la sélection, ouais. On faisait beaucoup de coproduction, on faisait donc aussi des acquisitions, on s'occupait de la programmation. On produisait des émissions jeunesse, donc c'était vraiment incroyable parce qu'on avait un budget pour produire des émissions, notamment on avait des émissions qu'on enregistrait à Bercy, qui s'appelait Kid Machine avec 200 gamins, wow. Des vedettes, etc. Donc on a fait ça quelques fois parce que ça coûtait tellement d'argent qu'on a arrêté. Ça coûtait cher, oui. Ça coûtait cher, mais c'était super. Et on faisait des émissions en plateau et à l'extérieur, M6 Kid, M6 Kid Atelier. Donc il y avait c'était vraiment un boulot très complet, aussi bien de produire du flux que de produire du stock. Oui. C'est vrai que moi, c'était plus la partie production qui m'intéressait. Il y avait aussi la partie programmation, mais c'était de produire du contenu. Et j'avais déjà cette expérience de production acquise de façon précédente. Donc finalement, le fait de me lancer dans la production avec ma propre société, c'était un petit peu la continuation de mon activité à M6. Oui, parce que vous aviez créé M6 Studio et géré en fait le développement d'M6 Studio, en fait, qui était là pour créer du contenu. Hein. Absolument, c'est-à-dire quand j'étais à M6, à un moment, Thomas Valentin, qui était directeur des programmes, me dit mais on aimerait produire des choses autour d'Astérix, et notamment une série autour du personnage d'Astérix. Donc, comme j'avais, moi, une expérience de production, on va dire de développement que j'avais acquise précédemment chez Saban, je connaissais les ayants droit et je me suis rapprochée des ayants droit qui n'avaient pas la volonté de produire du contenu télévisé autour d'Astérix, mais qui voulaient refaire du long métrage. Et du coup, M6 m'a donné la possibilité de produire du long métrage, sachant que j'avais aucune expérience de production de long métrage, mais je me suis lancée. On a créé cette structure et j'ai commencé avec un premier film qui était Astérix et les Vikings. Donc on a produit en 2D. Et ensuite, il y a eu d'autres films qui ont été produits en 3D, qui étaient Le Domaine des Dieux et puis récemment Le Secret de la Potion Magique. Donc, c'est des films que j'ai produits en production exécutive pour le compte du groupe M6. Ok, excellent. On parlera un peu d'Astérix un peu plus tard. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans votre profil, c'est que vous avez créé votre propre société de production à la suite de ce passage dans une grande chaîne. Comment ça s'est passé le déclic et est-ce que vous êtes associé? Est-ce que vous aviez une idée claire de où vous allez? Alors, je ne me suis pas associée, j'avais absolument aucune idée claire de là où j'allais. Et c'est aussi intéressant parce que vous aussi, vous êtes créateur d'entreprise. Et moi, je n'avais pas forcément ce profil, ou en tout cas, je pensais ne pas l'avoir. Ouais. C'est-à-dire que quand j'avais envie d'une autre aventure que, on va dire, celle du confort d'un groupe où finalement, je voyais bien comment les choses pouvaient se dérouler, j'avais envie de me mettre un petit peu en danger. Et en même temps, je n'avais pas du tout d'expérience de création d'entreprise. Ouais. Donc, j'ai commencé en faisant du conseil, parce que je connaissais pas mal de monde. Donc, en proposant mes services pour faire du conseil pour, par exemple, Disney ou Dupuis ou des partenaires, notamment M6, qui a été mon premier client. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais finalement, j'ai toutes les bases du métier. Je vais peut-être commencer moi aussi à me lancer en ce qu'on appelle la production déléguée. C'est-à-dire me lancer, prendre des risques, acheter des franchises et puis développer moi-même mon activité. Mais ce n'était pas une volonté de se dire, tiens, ça y est, je vais créer mon empire, je crée ma boîte. C'était plus un peu par circonstance, en se disant, je peux y arriver, je pense que je connais à peu près le secteur, mais j'avais beaucoup de doutes. De freins et c'est un petit message pour les femmes
futurs chefs d'entreprise, c'est qu'on se met nous-mêmes nos propres freins. C'est-à-dire que on est tout à fait capable, en tant que femme, d'entreprendre, mais peut-être beaucoup plus que pour les garçons, on se met des contraintes. On se dit, je ne vais pas y arriver, c'est compliqué, c'est dangereux, je vais risquer de l'argent, etc. Donc, on a beaucoup de contraintes, on a beaucoup de peurs qui nous empêchent d'avancer, alors que je pense que les femmes chefs d'entreprise ont une gestion peut-être plus saine, Oui. et peut-être prennent des risques, mais peut-être des risques plus mesurés, parce qu'on a toujours cette crainte aussi de ne pas y arriver. Donc ça, il faut le transformer en quelque chose de positif, Oui. mais il faut aussi avoir le déclic de se dire, faisons-nous plus confiance en tant que femmes, parce que je pense qu'on a des atouts pour y arriver, mais qu'on se met trop d'angoisse et de contraintes. Mais ce n'est pas une aventure qui, au final, fait tellement plus peur que le salariat. Et les risques ne sont pas tellement plus élevés que quand on est salarié et quand on risque de se faire virer du jour au lendemain. Le message est passé aux auditrices. J'espère Voilà. qu'elles écoutent ça. Allez-y. C'est un très beau message. Merci infiniment. Donc, effectivement, la première création que vous avez faite depuis Media Valley pour une chaîne, c'était... Alors, j'ai lancé, on va dire, 2 séries un peu en même temps, Oui. qui étaient les triplés pour France Télévisions. C'est ça, un 78 x 7 minutes. Exactement. Et puis, le Dauphin Blanc pour TF1. Le Dauphin Blanc, oui, tout à fait. On a, je crois, en image, le Dauphin Blanc, on va pouvoir aussi écouter une partie du générique. C'est marrant parce que c'est un dessin animé qui était la première... en fait, c'est originellement de 1969, c'est ça ? Alors en fait, il y a une série qui a été faite dans les années, en effet, début des années 70. Oui, c'est ça. Et nous, on s'est inspiré des personnages de cette création. Et les personnages étaient créés par Vladimir Tartakovsky, dessinés par Marc Bonnet. Okay. Et donc, on est assez loin de cette série. On est plutôt sur les personnages. On a recréé complètement un univers à partir de ces personnages et de ces dessins. Et avec beaucoup de nouveaux personnages et beaucoup d'histoires qui ne sont pas du tout celles des anciennes séries. Ok, on va écouter ça. Je réponds toujours à l'appel, compagnon de mon archipel. Du fond de la mer, tu reviendras et tu me sauveras. Le Dauphin Blanc, ton aventure est la mienne. Donc ça, c'était la première vente de Media Valley avec les triplets justement et qui vous a en fait lancé dans le business de la production audiovisuelle. C'est ça, de la production déléguée, donc le métier de producteur où là on prend les risques et où on finance les projets et où on lance le projet qui quelque part nous appartient complètement. Oui, pour la première fois, vous aviez votre propre programme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on était responsable. La responsabilité du producteur, c'est d'aller chercher les financements et de livrer le programme fini. Et donc, quand ça va pas bien, quand il y a un problème, on est pleinement responsable. Donc, c'est vrai que ça peut un peu faire peur parce qu'en animation, c'est des gros montants. Donc, on se dit, il faut qu'on ait ce qu'on appelle un bon plan de financement qui tient bien la route, tenir son budget, tenir son planning, et pour pas que ça dérape et qu'à un moment, on se retrouve en impossibilité de livrer. Donc, c'est une responsabilité, mais comme je connais bien le secteur et qu'on a choisi des bons partenaires, ça s'est bien passé à chaque fois, quoi. Ok, voilà. Super. Mais effectivement, cette partie-là de management de budget et de faire en sorte que tous les financements soient bouclés, c'est une part importante dans le travail de producteur. Oui. Comment est-ce que vous êtes fait à cette partie plus, j'ai envie de dire, technique et financière ? C'est sur le tas que vous avez appris ou vous êtes formé ou... Un peu sur le tas. En fait, c'est une partie commerciale et financière, peut-être plus que technique, puisque on va chercher des chaînes, donc on vend un projet. Moi, j'ai souvent habitude de dire que le producteur, c'est à la fois, on va dire, l'architecte et l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un terrain, il n'y a même pas de terrain, vous n'avez rien, et faites-moi quelque chose. Donc, vous devez aller chercher les sous. Donc c'est un petit peu c'est plus que l'entrepreneur, c'est le promoteur immobilier. Donc c'est le promoteur, l'entrepreneur et l'architecte tout en même temps. Et du coup, il faut aller chercher les sous pour aller créer l'immeuble. Il faut faire l'architecture de l'immeuble. Et puis après l'architecture, il faut aussi construire l'immeuble. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont un peu complexes. Et d'aller chercher un financement, c'est de savoir déjà à qui on s'adresse. Pour un projet, il n'y a pas 36 chaînes.
Déjà, il y a peu de chaînes en France qui produisent vraiment de l'animation. Et il faut aller trouver la chaîne qui correspond au projet. Il faut aller pitcher le bon projet, faire envie. Et ensuite, c'est un assemblage. Dire sur Room, c'était TF1. Et après, on avait besoin d'une chaîne de complément, donc TJ. Et puis de l'international, donc la ZDF, et puis un distributeur vidéo. Enfin voilà, on assemble des pièces d'un puzzle. Et au final, il faut qu'on se retrouve avec un puzzle complètement financé. Et après commence la production et on commence à dépenser de l'argent qui est l'argent de nos partenaires. Oui. Donc on a intérêt à bien gérer son budget parce que si à un moment on se retrouve en dépassement, les partenaires, leur responsabilité, c'est juste de dire je te donne de l'argent et j'attends une série. Ouais. Si jamais tu dépasses, c'est ton problème. Donc c'est à nous de faire en sorte que tout tienne dans le budget qui nous est imparti et dans le planning qui nous est imparti. Ok, super. Et du coup, vous avez aussi développé dans le même type d'adaptation, en fait, une adaptation d'une BD, celle d'Ernest et Rebecca. On a une petite image de vous là avec toute l'équipe. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé cette rencontre avec les deux auteurs, qui sont Guillaume Bianco et Antonello d'Elena, le dessinateur. Comment est-ce que vous avez approché et puis toute cette partie finalement de écoutez, je vais faire l'acquisition de vos droits d'exploitation audiovisuelle de votre œuvre. Comment on travaille ensemble? Alors en fait, ça se passe par l'intermédiaire d'un éditeur. D'accord. Alors certains auteurs ne donnent pas ou ne vendent pas leurs droits d'édition, leurs droits d'adaptation audiovisuelle à l'éditeur. En l'occurrence, là, les droits d'adaptation audiovisuelle étaient cédés à l'éditeur qui est Le Lombard. Donc, ça a commencé par un peu notre métier, c'est aussi d'aller voir à la FNAC, dans les librairies, de traîner un peu, de sentir l'air du temps, d'aller par exemple à Montreuil au salon du livre jeunesse, de voir qu'est-ce que les gamins lisent. Et c'est vrai que moi, cette BD, elle m'a beaucoup plu parce que déjà, il y avait une héroïne féminine, donc c'est quelque chose auquel je tiens. C'est un peu ce que je vous ai dit au début. C'est toujours un peu une vision féministe du métier. Et puis, j'ai 2 filles. Donc, j'ai aussi envie, par les productions que je produis, d'avoir des héroïnes qui motivent les petites filles, qui sont ce qu'on appelle des rôles modèles, un petit peu pour parler français. Donc ça, c'était un point important. L'autre point aussi, c'était que cette héroïne, elle n'était pas parfaite. Elle avait pas mal de défauts. Elle se met en colère. Elle obéit pas toujours. Elle fait des bêtises. Donc c'était une héroïne qui ressemblait pas aux autres petite fille. Ok, elle a peut-être des cheveux roses, mais en fait, elle s'habille un peu n'importe comment. Elle se fiche de la mode. Elle n'est pas du tout girly, quoi. Ça pourrait être un garçon, une fille. On s'en fiche complètement. C'est pas le sujet. Et il y avait aussi une autre chose qui m'intéressait, c'était cette problématique de l'enfant qui se retrouve dans une situation personnelle compliquée, puisque notamment dans l'album 1, les parents de Rebecca divorcent. Et elle devient amie avec un être étrange. En l'occurrence, c'est un microbe qu'elle a chopé suite à un rhume. Et donc là, je veux dire, on est un peu dans E.T. On a un peu la problématique d'E.T. Moi, je l'ai vu quand j'étais jeune. Et je me dis, ça, c'est vraiment quelque chose de fort pour les enfants. C'est-à-dire qu'on vit des choses difficiles, et on a un ami qui peut être un ami imaginaire, la peluche, le copain, le truc. Et je me suis dit, il y a toute une dimension finalement forte d'histoire qu'on peut raconter aux enfants. Et cette BD propose vraiment des choses fortes et intéressantes, et puis qui sortent un peu des sentiers battus. Et ce qui m'a plu également, c'était la ligne graphique d'Antonello, très Disney manga. Oui. Moi, j'avais bossé sur Monster Allergy quand j'étais à M6, sur laquelle Antonello a travaillé aussi, et je trouvais que c'est une ligne qui est très adaptée au dessin animé. Donc ça faisait un tout qui me plaisait pas mal. Et puis après, il y avait des choses qui étaient un peu compliquées, c'est-à-dire la première BD parlait de Rebecca, elle était malade, est-ce qu'elle allait continuer à être malade? Donc j'ai regardé ce qui se passait dans les autres BD, et après on voit bien que la maladie n'est pas un élément qui reste. Elle a des amis, elle revient à l'école, et je me suis dit, il faut qu'on se focus au niveau de l'adaptation sur ce qui se passe à partir d'un certain tome, où elle a des copains, et donc on a travaillé pas mal du coup avec Enrico, que j'ai pris en co-auteur sur la Bible, pour créer une adaptation. Faire monter des personnages qui étaient des personnages de la BD qui n'étaient pas forcément nommés, de les faire monter en compagnons, en copains de Rebecca, et de créer ce qu'on appelle une bible littéraire qu'on a pu ensuite proposer à TF1 et à Canal+.
et qui nous ont suivis sur ces recommandations, en fait. Sur le fait de dire, on parle de la BD, mais on a aussi un univers concret pour le dessin animé. Et ce qui était vraiment super dans le travail avec les auteurs, c'est qu'on s'est enrichis l'un l'autre. Oui. C'est-à-dire que les auteurs, comme c'est une BD récente, ils étaient à l'écoute, ils ont intégré des éléments de la série dans la BD, et quand ils développaient des nouvelles choses dans la BD, on les intégrait dans la série. Donc il y a eu un dialogue très agréable entre Guillaume et Antonello et puis les équipes pour qu'on puisse créer tout un univers qui était propre à la série. Et la BD, elle a sa vie, mais elle s'inspire aussi d'éléments de la série. Donc c'était hyper enrichissant comme aventure. Et cette période-là, en fait, d'adaptation de l'œuvre en Bible, c'est un temps long. Oui. On parle de combien de temps? Ouais, c'est un temps long parce qu'en fait, quand on travaille, ça dépend des chaînes, mais TF1, ils créent ce qu'on appelle, ils demandent une convention de développement. Oui. Et donc, on a une période dans laquelle on doit leur proposer pas mal d'éléments, une bible littéraire, une bible graphique, des scripts, un test d'animation. Et cette période peut durer jusqu'à 1 an. Donc pendant 1 an, on cherche, on définit les choses, on approfondit et on pose les bases de la série pour ensuite pouvoir dérouler les histoires de façon plus fluide. Parce qu'on a déjà posé quels sont les personnages principaux. Par exemple, les pouvoirs d'Ernest, qu'est-ce qu'il peut faire, pas faire, parce qu'il peut un peu tout faire. Oui. Il se transforme en fait dans tous les... Il se transforme. Comment il contamine les gens? Est-ce que c'est quelque chose de récurrent, pas récurrent? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un formula show ou pas? Alors un formula show, c'est toujours un peu, il y a toujours un peu les mêmes mécanismes. Donc par épisode? Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire, il y a des épisodes où il y a des fois il y a pas de contamination. Il y a des fois il y en a. Il y a des fois ils se transforment, des fois pas. Donc on utilise les choses un peu en fonction des histoires qu'on a envie de raconter. Mais tout ça, on a besoin de l'intégrer dans la Bible. Et puis après l'écriture, quand on commence à écrire, ça modifie aussi la Bible parce que la Bible elle est pas dans le marbre. Oui. Elle évolue, ouais. en fonction des scénarios. Et ça, c'est sympa parce qu'on met à jour des choses. On trouve un super personnage à l'épisode 12 et puis hop, on le réintègre et on l'utilise dans d'autres épisodes. Ça, c'est un travail qu'on fait aussi avec le directeur d'écriture qui, sur Ernest et Rebecca, il y en a eu plusieurs. Parce ils se succèdent en fait. Ils se succèdent. Parfois, c'est pas le cas. Mais là, c'est vrai que c'était une série qui était très compliquée à écrire. Donc, on a eu plusieurs directeurs d'écriture qui chacun ont apporté quelque chose pour que la série, au final, soit ce qu'elle est et ait sa cohérence. Ok. Et on va regarder quelques images d'Ernest et Rebecca. Bêtise, il n'y a pas à dire, c'est toujours mieux à 2. Et pour ça, Ernest et Rebecca ne sont jamais à court d'idées. C'est le bureau de la directrice. Même si ça finit souvent en catastrophe, pour les bêtises, ils sont toujours partants. Carrément. Ernest et Rebecca. Alors c'est assez marrant parce que c'est un peu caustique dans l'esprit. On retrouve des choses qui tirent un peu les enfants vers un âge plus haut que 7 ans. Oui. Et j'ai vu qu'un des réalisateurs en fait avait travaillé sur les Lascars. Oui, le réalisateur, parce que lui, on l'a pas changé. Il s'appelle Manu Klotz et c'est une vraie rencontre. Manu, c'est un réalisateur qui a travaillé en effet sur les Lascars. Donc a priori, on se dit c'est un peu étrange, mais justement, ça a apporté ce côté grain de sel, cette impertinence dont on avait besoin, avec ce côté non pas déjanté, mais en effet parfois un peu haut de cible, donc avec des aventures où les plus grands peuvent aussi s'amuser en regardant nos héros. Donc c'est vrai que la patte de Manu qui a travaillé énormément sur la série a pas mal orienté aussi les histoires. Et c'est marrant, on est quand même on enregistre ce podcast pendant une crise sanitaire majeure, celle du coronavirus, Covid-19. Et là, on est sur une petite fille qui, finalement, a un meilleur ami qui est Microbe. Et il me semble que vous avez utilisé les personnages pour faire véhiculer des messages sur les gestes barrières, etc. Je trouve que c'était super bien de rebondir là-dessus. En fait, c'était une idée que j'avais dès le départ quand on avait travaillé sur la BD, parce qu'ils avaient même, l'éditeur avait même fait des opérations vis-à-vis des pédiatres dans les cabinets. Dans les cabinets des médecins, ils avaient fait des affiches. Et donc, ça m'a donné l'idée de rebondir là-dessus et de proposer une mini-série d'accompagnement de la série longue. Donc, au départ, j'ai pas pu la financer, justement, un peu faute de moyens. Je me suis dit, OK, je la mets un peu sur l'étagère. Et puis donc la série est produite, on finit de la produire fin 2019.
arrive la crise du coronavirus et là je me dis non mais il faut vraiment faire quelque chose parce qu'on explique, on donne des messages aujourd'hui qui sont des messages assez angoissants que les enfants reçoivent en direct. Complètement. Et alerte coronavirus avec la voix et tout. Et on se dit il n'y a pas grand-chose qui est fait pour leur expliquer que qu'il y a des façons de se protéger de tout ça, que c'est pas parce que leur papa ou leur maman va se mettre à éternuer qu'il va mourir demain. Enfin des choses pour les tranquilliser. Donc je me suis dit en confinement, on a tous ces personnages qui existent, on a ce qu'on appelle des assets en animation, donc des accessoires, des personnages, des décors. On va créer une mini-série d'accompagnement de petits modules pour leur parler pas que du coronavirus, mais de l'hygiène et de la santé. Donc j'ai lancé en confinement le premier module sur les gestes barrières qui va arriver, donc on va commencer à le diffuser le 24 août. Et sur quelle chaîne ça veut dire ? Alors déjà sur Internet. D'accord. Après, on espère en effet, Canal+ normalement nous accompagne sur la série courte. On espère que TF1 va nous accompagner également. Là, je suis en train de chercher aussi du financement à l'international. Et l'idée, c'est de lancer une campagne de crowdfunding avec la plateforme KissKissBankBank. Donc, je ne sais pas quand passera le podcast, mais ça peut nous être utile aussi, où on va demander contre des goodies, on va évidemment avoir des choses assez sympas pour nos contributeurs, de nous aider à financer cette série, puisqu'on va parler pas que des gestes barrières, on va parler de plein de sujets qui concernent la santé, l'hygiène, pourquoi on éternue, pourquoi c'est important de se faire vacciner, c'est quoi un microbe, une bactérie, enfin des tas de sujets pour lesquels nos personnages sont vraiment porteurs, des sujets de santé, d'hygiène qui concernent les enfants. On a l'UNICEF aussi qui nous soutient, qui va nous aider à diffuser ces petits modules. Donc l'idée, c'est d'avoir une diffusion hyper large et d'associer les partenaires de la série initiale à cette initiative. Allez soutenir cette initiative sur KissKissBankBank. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. En plus, il y a vraiment des sociétés en Corée, au Japon, où on apprend très rapidement aux enfants toutes les mesures d'hygiène, à bien se... Bon, laver les mains, c'est une chose, mais c'est vraiment... Ils ont une hygiène parfaite, quoi. Ils sont en avance. Ils sont en avance sur ce sujet. Et je veux dire, aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de vivre, je pense qu'il est temps de passer à l'action sur l'éducation des plus jeunes sur ces sujets. Tout à fait. Donc, c'est top. Écoutez, il y a aussi une autre activité que vous faites chez Media Valley, c'est la production exécutive. On en a parlé au début du podcast sur des œuvres comme les Minimoys ou en série, mais aussi Astérix avec des longs métrages. On a, je crois, des images aussi par rapport à Astérix. Mais du coup, comment ça se passe devenir producteur exécutif sur des longs métrages aussi importants? Parce que on parle de quoi comme budget en fait? Je me rends pas compte sur un Astérix. C'est des gros budgets qui sont au-delà des 30 millions d'euros. Ouais. Ok, d'accord. Donc pourquoi on vient vous voir, vous? Je sais pas. Vous avez la potion magique? Ouais, ça doit être ça. En fait, je pense que ce qui compte, c'est de se lancer. Une fois qu'on en a fait un, on peut en faire plusieurs. C'est-à-dire que moi, je m'étais lancée avec les Vikings où M6 m'avait fait confiance. Et à partir du moment où on sait repérer des talents, repérer des bons studios, mettre ensemble des gens, et puis je pense qu'il y a une relation qui est clé, c'est celle du producteur et du réalisateur. C'est-à-dire avoir la confiance de son réalisateur. Et travailler en bonne intelligence avec des équipes techniques et artistiques, c'est ça le métier de producteur. C'est-à-dire c'est vraiment un agrégateur de talents et savoir faire en sorte que les gens ils aient la même vision, un peu comme le capitaine du bateau qui dit on va aller là et t'inquiète pas, on sait qu'on va y aller même si au fond de soi on flipouille un petit peu, mais ça faut pas trop le montrer, quoi. Donc je pense que l'idée c'est qu'une fois qu'on l'a fait, on a quand même les clés pour pas trop se planter, choisir les bons studios. Puis moi j'ai quand même pas mal d'années dans l'animation, donc je commence à connaître un peu les gens, les bonnes personnes. Donc quand on m'a confié ces gros budgets, c'est aussi parce que je sais mettre les moyens là où il faut et
et tenir les budgets, pas les dépasser et s'associer avec les bonnes équipes et les bons talents. Après, j'étais pas toute seule. Le producteur délégué sur l'Astérix, c'est Philippe Bonny à M6 Studio. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Et puis les réalisateurs qu'on a eus sur les Astérix en 3D, entre Alexandre Astier et Louis Clichy, on était bien entourés quand même. Donc, voilà. C'est pas mal, c'est un beau casting. Micros Studio, en studio d'animation, on n'avait pas trop de chances de se planter, mais après on peut se planter quand même, donc c'est un peu vous dites la potion qui prend, quoi. Ouais, c'est ça. Justement, on va voir une partie de la bande-annonce de Astérix, la secret de la potion magique, qui avait été justement, vous avez été productrice exécutive sur ce long métrage. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi ? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui la confier. Quoi ? Catastrophe, Obélix. Qui sait ce qui se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main ? Panoramix. Avez-vous en tête la liste des jeunes druides gaulois bien cotés ? Je crois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches ? De la petite fichette maison. Impeccable ! Impeccable ! Là, j'ai des super nuls. Ceux-là, ils sont pas fichus de faire une soupe à l'oignon. Ici, les mauvais, mais qui arrivent quand même à bricoler 2-3 trucs. On me surnomme Magnétix. Voilà, quelques images de ce Astérix. C'est beau, hein, franchement, l'image est superbe. Ils ont fait un super boulot, les équipes de Micros. Et c'était déjà eux sur le domaine des dieux, mais avec celui-ci, ils ont passé encore une autre barre et vraiment, ils ont fait un super job. C'était sorti en décembre 2018, 4 millions d'entrées en France quand même. Ouais. Donc gros succès. Ouais, gros succès. Et ça a très bien marché aussi à l'international. Donc on était très contents. Bon, super. Et alors, du coup, ça prend combien de temps pour faire un long métrage comme ça ? En fait, on va dire ça prend entre 5 et 7 ans. Donc, on commence... on avait fait le domaine des dieux, donc on se connaissait déjà avec les équipes, notamment les réalisateurs, mais entre l'écriture qui prend facilement 1 an et demi, les premiers... on va dire les designs, la première modélisation, etc., plus après toutes les étapes de layout, d'animation, le compositing, la post-production, c'est vraiment des aventures qui prennent beaucoup de temps. Donc il faut être patient, l'animation c'est des temps longs, et en série on est un peu plus rapide, mais c'est compliqué de produire en dessous de 3 ans, 4 ans pour une série d'animation. Donc il faut être patient et c'est des œuvres qui s'inscrivent dans le long terme. Un des avantages des œuvres d'animation, c'est qu'on peut les rediffuser et qu'elles marchent en général bien à l'international. On peut les exporter aussi, mais c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps que de la fiction parce qu'il faut tout créer, il n'y a rien qui existe. Donc la moindre tasse, plante, il faut la créer, il faut la dessiner, la modéliser. Et c'est un travail de titan. Et donc c'est avec Micros, par exemple celui-là que vous l'avez fait. Donc eux, ils ont des rangées de dessinateurs et d'animateurs qui travaillent sur les écrans pour spécifiquement ce long métrage, par exemple. Oui, c'est ça. Ils ont vraiment des équipes. Alors après, il y a plusieurs équipes parce que les métiers de l'animation, c'est des métiers très spécialisés. Oui. Donc il y a une équipe de designers, une équipe de storyboarders, et puis après arrivent les modeleurs. Donc c'est un petit peu par escalier. Les gens arrivent et puis les gens ils repartent. Donc c'est toute cette courbe de personnes et d'arrivée de personnel qu'il faut gérer. Donc ça, c'est Micros aussi qui le gère. Okay. Eux-mêmes, ils ont des directeurs de production. Ils sont basés où, Micros ? Micros, maintenant, ils sont vraiment à côté de chez vous, en fait. Ah, d'accord. Ils sont à côté du centre Pompidou. Donc, ils ont un magnifique immeuble. Et il faudra aller les voir. Alors là, il n'y a pas grand monde parce qu'ils travaillent un peu chez eux, mais ils sont dans le centre de Paris. Et avant, ils étaient à Levallois à un moment, et puis après ici les Moulineaux, mais là, hop, ils sont dans le centre. Et donc, c'est une super équipe. Voilà, il y a peu de gros studios en France. Il y a MacGuff, il y a Micros, il y en a quelques autres qui sont un peu moins gros. Mais on a un talent d'animation en France qui est extraordinaire. Donc, on a un vivier incroyable. Incroyable. On a déjà de très bonnes écoles qui forment des super talents. Et en plus de ça, on a toujours
au devant de la scène, on est avant-gardiste sur plein de technologies ou manières de faire. Donc c'est la French touch. C'est la French touch. Ouais. Hein. On nous envie un peu ça à Tout l'étranger. à fait. Ouais. En fait, beaucoup des équipes des Astérix avaient travaillé aux États-Unis. Donc Luc Lichy, il avait bossé chez Pixar. D'accord. Il avait animé sur Ratatouille. Donc en fait, c'est des gens qui n'ont aucune envie, c'est de revenir en France, mais qui se retrouvent parfois obligés d'aller aux États-Unis parce qu'en France, on n'a pas la capacité de produire des gros films d'animation de façon régulière. Donc, bien sûr, il y a des aides, il y a le CNC qui fait beaucoup, il y a des aides régionales, mais c'est des films qui sont souvent à des tels budgets qu'on a besoin d'aller faire du travail à l'extérieur. Et il y a pas mal d'aides, notamment ce qu'on appelle le crédit d'impôt, Oui. avec toute une réflexion aujourd'hui un peu gouvernementale pour renforcer ces dispositifs, pour qu'on arrive à encore plus relocaliser l'animation en France. Alors comment ça fonctionne ce crédit d'impôt exactement en fait? En fait, sur les dépenses, donc ça dépend, c'est pas les mêmes barèmes en animation télé, en animation cinématographique, mais sur les dépenses, il y a un pourcentage qui peut être 25% sur la télé, 30% sur le cinéma, pourcentage des dépenses qui est pris en charge par l'État sous forme de crédit d'impôt. D'accord. Donc c'est comme si on avait une diminution du budget de 25% ou de 30%. Ça veut dire que... Dès l'instant où c'est fabriqué sur le territoire français. Exactement. Ok. Quand c'est fabriqué en France et quand la majorité est fabriquée en France. Et quand le producteur est français aussi. Ok. Quand le producteur n'est pas français mais vient chercher un producteur exécutif français, Donc on Disney, a aussi Pixar qui sous-traitent. Hein, qui certains- sous-traitent ou par exemple Universal qui avait à l'époque sous-traité chez MacGuff avant de racheter Illumination, MacGuff, ils bénéficient d'un crédit d'impôt international. D'accord. Donc ils ont intérêt à venir en France et ça a été mis en place il y a quelques années et ça a permis de relocaliser la main-d'œuvre en France avec un effet très très bénéfique pour la création d'emplois dans la filière en animation. Et pendant le confinement, une des rares activités qui a continué à s'exercer, c'était l'animation, parce que comme on crée finalement devant l'ordinateur, Oui. on peut aussi travailler de chez soi. C'est pas toujours évident parce qu'il faut une très bonne bande passante pour des fichiers lourds d'animation, mais on a pu travailler de chez soi pour continuer à produire. Alors qu'en live, il faut des Ils ont tout tournages. stoppé. Ils Ouais. ont tout stoppé. Nous, on n'a pas stoppé, on a continué. Ok. Donc ça montre que voilà, il faut soutenir l'animation. C'est une filière qui a encore de très belles années devant elle. Ça c'est certain et c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui aussi et que je fais cette série de podcasts, c'est parce que je veux soutenir et faire rencontrer les auditeurs avec tous ces gens qui participent à cette industrie. Je voulais parler de l'école des massacreurs de dragons, qui est votre dernière petite création, qui est en cours de développement. Oui. On a une image là qui va s'afficher, mais l'idée, c'est que vous avez encore adapté une œuvre préexistante, hein, à jeunesse, de Kate McMullen, c'est ça? C'est ça. Racontez-nous un peu comment s'est passée la rencontre et qu'est-ce qui vous a accroché en fait dans cette œuvre-là? Alors en fait, donc c'est un projet qui est en développement. L'idée, c'était encore une fois, de regarder des livres et des ouvrages qui m'intéressent. Après, je développe aussi des créations originales. Oui. Donc là, ça fait partie de mes futurs développements. Mais ça, c'est un développement qui a quelques temps déjà. Et du coup, en regardant ce qui se faisait en édition jeunesse, j'ai repéré cette série de livres qui marche très bien en France et qui marche très bien aussi aux États-Unis et au Canada, où c'est un petit peu les premières aventures d'heroic fantasy pour les enfants. C'est-à-dire, avant de lire Harry Potter, ils lisent ces petits bouquins qui sont faciles à lire et qui racontent les aventures d'un petit garçon qui s'appelle Wiglaf et qui est un petit paysan d'une famille super pauvre. Ils sont 13, ils vivent vraiment, c'est horrible, dans la fange. Ils habitent dans une maison, mais à la rigueur, il y a la porcherie à côté, mais ça sent moins mauvais dans la porcherie. Enfin, c'est vraiment, c'est le Moyen-Âge dans toute son horreur. Et Wiglaf, c'est le seul qui sait lire et écrire et qui est à peu près intelligent dans une famille d'abrutis notoires. Et lui, il a envie de se sortir de cette situation et il veut être chevalier. Donc, il décide de rentrer dans une école, l'école des massacreurs de dragons, qui est une sorte d'Harvard de la chevalerie de l'époque. Sauf qu'on va se rendre compte assez vite que c'est
c'est pas du tout Harvard, c'est une sorte d'école survendue où en gros faut payer pour avoir son diplôme. Ça, on en connaît quelques-unes comme ça. Voilà, c'est une boîte à papa, sauf que lui, c'est pas un fils à papa. Et lui, il va vraiment vouloir devenir chevalier, donc il va gagner ses galons en commençant tout en bas, en étant assistant du cuisinier, et puis il va terrasser gentiment, parce qu'on massacre jamais les dragons dans cette série. On les fait s'évaporer, on les fait s'enfuir, parce que les dragons sont plutôt sympas et c'est juste des nuisances, quoi. C'est pas vraiment des méchants. Et donc, il va réussir à se débarrasser d'un dragon et il va être inscrit dans l'école, mais toujours sur un siège éjectable, puisqu'il n'a pas l'argent pour payer ses frais d'inscription. Donc ça m'a plu aussi, parce qu'il y a un petit message quand même qui est le fait qu'on peut changer son destin. On n'a pas besoin de venir d'une famille privilégiée pour finalement devenir quelqu'un. Donc c'est un message qui m'a plu, et c'est un projet que j'essaie de développer. C'est pas évident. Donc je suis encore en cours de développement, mais voilà, il y a des projets parfois qu'on a un peu plus de mal à monter, parce qu'il y a eu beaucoup de séries sur le Moyen-Âge, donc il fait partie des dossiers qui sont encore en cours. Bah ça, c'est le propre du producteur, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a tout s'aligne, les planètes s'alignent, et puis hop, on green light et ça fonctionne, le public est présent, et puis il y a des moments, ça reste à l'état d'idée, et pourtant là, ce que j'ai entendu, ça me donne envie de voir ça en image, donc c'est toujours frustrant, quoi. C'est frustrant parce qu'on se dit, même quand on le pitch au public, il a envie de le voir. Après, c'est plus de convaincre les acheteurs qui peuvent avoir un projet parallèle qui ressemble beaucoup, qui me disent le graphisme c'est pas tout à fait ça, ou le littéraire c'est pas tout à fait ça. Donc il faut remettre son ouvrage sur le métier et continuer et tracer sa voie. Et puis il y a des fois on y arrive, et puis il y a des fois on n'y arrive pas. Donc vous arrivez encore à vous mettre dans les baskets de la personne que vous étiez et qui était chargée de faire l'acquisition de séries d'animation? Oui, je pense que ça m'a servi pas mal d'être de l'autre côté, pendant 12 ans d'être du côté chaîne, parce qu'en fait, comme on m'a pitché pas mal de trucs, on voit quand même ce que cherchent les diffuseurs. Je pense que ça m'a aidé, ça m'a permis finalement dans mes développements d'avoir beaucoup de développements qui ont abouti assez vite, parce que j'étais de l'autre côté et je savais ce que cherchait le diffuseur. Après, les choses, elles changent beaucoup, parce qu'il y a les plateformes qui arrivent aujourd'hui et qui cherchent des choses très différentes. Alors, ils cherchent, là où on nous disait, il ne faut pas faire de feuilletonnant, ils cherchent du feuilletonnant. On nous disait, il ne faut pas faire trop âgé, ils cherchent... Moi, j'ai eu un rendez-vous avec Netflix où ils me disent, c'était plutôt Netflix Japon, est-ce que vous avez des trucs feuilletonnants, violents, 12+, et j'étais là, non, en fait, j'en ai pas du tout. Donc c'est de l'animation ado, en plus de ça, un truc qui voilà. De la baston, quoi. Voilà, mais là, c'était, on va dire, Netflix Japon, Netflix plus France ou États-Unis cherchent autre chose, mais c'est vrai que ça change énormément. Et il faut se mettre sans arrêt à la page pour savoir ce que vont chercher ces plateformes. Elles cherchent des choses finalement assez différentes des chaînes traditionnelles. Donc il faut se remettre en question assez régulièrement dans nos métiers. Et toutes les plateformes sont ouvertes à l'animation aujourd'hui? Donc Netflix, Amazon, Apple qui arrive Amazon l'était et puis il ne l'est plus. Okay. Donc ils achètent des programmes de catalogue, mais ils ne font plus de nouvelles productions. C'est dommage, parce qu'ils font pas mal de choses qui sont pas mal en fiction, mais j'aime bien les productions d'Amazon. Là, pour le moment, ils sont plus sur le créneau enfant. Je pense que l'arrivée de Disney+ aussi a peut-être fait un peu peur, donc le marché est en train de se repenser. Mais on a, il y a Netflix, Disney+, peut-être HBO Max bientôt, Apple. Peacock aux États-Unis, mais c'est plus Peacock aux États-Unis, mais est-ce qu'ils vont s'ouvrir au marché européen? Voilà, donc il y a Salto, le Salto, voilà. Donc, bon, ils seront déjà en fait la grille de leur chaîne. Voilà, ils ont déjà pas mal de choses par les autres chaînes. Donc mais ça ouvre des opportunités. Après, je pense qu'il faut continuer à travailler avec nos partenaires historiques et traditionnels, parce qu'il y a un côté très local. Ils connaissent, je pense que des choses comme Ernest et Rebecca, ça doit être fait avec des chaînes locales. Ils connaissent la BD francophone. On n'a pas tous des super productions avec des acteurs américains pour les voix hyper connus. On a besoin aussi d'un soutien sur des productions
francophone, et puis une sensibilité qui est la sensibilité peut-être européenne. Donc il y aura encore un peu je pense qu'il y a un apprentissage de ces plateformes pour savoir rentrer dans la matrice culturelle française. Exactement, qu'est-ce qui plaît aux enfants français. Et puis eux cherchent souvent des projets très internationaux, donc tout n'est pas forcément fait pour le marché international. Nathalie, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai beaucoup apprécié échanger avec vous. Pareillement. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous souhaite plein de bonnes choses en fait pour Media Valley, pour son développement et puis pour toutes les femmes qui veulent travailler dans l'industrie, que vous encouragez. Donc ça, c'est top. Merci pour ce message. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à l'équipe. Anima Show, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour rester informé de la sortie du prochain épisode. Merci et au revoir. Au revoir.